D'accord, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Livine. Bonsoir. On peut peut-être patienter 2 minutes, 1 à 2 minutes, le temps que quelques autres étudiants nous rejoignent. Et on va commencer par les présentations. J'écris peut-être en cam turc. Un instant. Ouais. Donc, on commence. Alors, comment tu vas, Livine? Je vais bien, Allô? monsieur. Je vais bien, monsieur. La Est-ce journée a que tu été es longue, bien mais je, installé? je vais très bien. Et vous-même? Et Nous allons vous-même? bien. Nous allons D'accord, bien par la grâce de Dieu, ça va. d'accord, monsieur. J'espère que comme tu es au pays, la connexion va nous pardonner. J'espère vraiment parce que la connexion, vraiment. C'est l'ensemble des challenges que nous avons. Mhm. Oui. Allez, je pense qu'on va pas tarder. Ça fait déjà 2 minutes qu'on attend, donc les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et je vais commencer par dire bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire series que nous avons engagé depuis la mi-semestre 2026. Cette série de webinaires qui a pour objectif de reconnecter les anciens étudiants de la Turquie avec les nouveaux qui sont sur place, ceux qui ont eu un parcours inspirant, qui peuvent inspirer les jeunes étudiants que vous êtes et surtout des personnes qui peuvent être des modèles pour la jeunesse estudiantine camerounaise qui se trouve en Turquie actuellement. Et à cet effet, aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de ses challenges et surtout de ses réalisations en tant qu'ancien étudiant camerounais en Turquie. Et cette personne est Monsieur Suleiman Halif Ngajin, qui va se présenter d'ailleurs, qui va parler d'abord de lui en tant qu'individu et qui sera interviewé par mademoiselle Livine, qui est la chargée de la communication de l'association CamTurk. Je pense que je vais laisser le soin à chacun de se présenter avant que nous ne puissions engager avec cet échange. Déjà, laissez-moi faire un petit briefing de qui est Suleiman Ngajin avant que lui-même il se présente. C'est un très bon ami. C'est un ancien étudiant camerounais en Turquie. C'est quelqu'un qui a eu à beaucoup œuvrer pour l'association CamTurk que vous gérez aujourd'hui et qui est un docteur, qui est fondateur d'une très grande entreprise, qui est une start-up, mais qui a un potentiel immense à impacter le monde et surtout l'Afrique, le continent d'où nous venons. Je pense que je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente et qu'il vous dise qui il est. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur Otso. Je croyais que c'est Livine qui allait d'abord s'introduire aussi. Bon, bref, elle va mener l'interview, donc on y va. Oui, c'est elle qui va mener Merci l'interview. merci à vous et honoré en fait d'être présent aujourd'hui à cet échange qui nous réjouit parce que c'est une opportunité, comme son nom l'indique, d'échanger, de partager. Je m'appelle Suleiman Halif Ngajin, comme docteur Lionel l'a dit, je suis ingénieur en génie de l'environnement. C'est vrai que là, on considère le début comme la Turquie, mais le début, c'est le Cameroun, notamment avec la FASA, où Ouais. tu étais déjà, en fait, notre aîné académique, en fait, là-bas. Et après la FASA, bien sûr, il y a la Turquie. Ouais.
après, donc, je suis docteur en sciences de l'atmosphère, spécialiste de la qualité de l'air, et aujourd'hui cofondateur de la startup Hendo. Et j'espère qu'on pourra justement visiter ce parcours tout au long de cet échange. Merci. Super. Merci pour cette présentation très, très brève et surtout très, très pointue. Je vais passer la parole actuellement à mademoiselle Ajetio Livin, qui est une étudiante camerounaise en Turquie, membre du bureau de l'association CamTurk, qui va également se présenter et qui va conduire cette phase d'interview, échange avec le docteur Souleymane Alif Gachi. Bonsoir, Livin. Bonsoir, monsieur Lionel. Bonsoir, monsieur Souleymane. Bonsoir. Je suis Livin Ajetio, étudiante en deuxième année en administration des affaires maritimes à l'université de Bandima Onyedi Elul. Je suis très ravie de tenir cette conférence aujourd'hui, cette interview. Très ravie. J'espère que tout se passe très bien. Super, Livin. J'ai pas compris le nom de l'université. L'université de Bandima Onyedi Elul. Ah, ok. Onyedi Elul. Bandima Onyedi Elul Université, si c'est, tu vois la ville de Balıkesir. Bandima, c'est une petite ville dans la grande région de Balıkesir, on peut dire ça comme ça. Donc, en dessous de Bursa, ensuite, il y a Bandima. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens en attente. Il y a des échos, mais bon. On peut commencer, Livin. Tu peux commencer. Livin, tu peux commencer. D'accord, monsieur. Monsieur Souleymane, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui parmi nous. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi la Turquie pour vos études? En fait, c'est une combinaison peut-être de deux facteurs. Mais peut-être je dirais que c'est aussi la Turquie qui m'a choisi parce que au moment où l'opportunité en fait de les bourses turques arrive, je suis étudiant de la FASA, donc c'est la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tiank, mais j'étais dans le campus de Bolova où j'étudiais les métiers du bois, de l'eau et de l'environnement. Et lors du concours, en fait, j'ai expressément choisi Bolova, notamment pour cette spécialité-là. Donc, j'ai postulé aux bourses turques. J'ai obtenu la bourse et c'est ce qui a justifié, en fait, mon choix, en fait, d'aller poursuivre justement mes études dans le même domaine en Turquie. Après, il y a une combinaison, en fait, de facteurs économiques parce que c'était une bourse dont le financement 100% de mes études. C'est de la décharge, en fait, sociale. Et du poids, en fait, de cette scolarité-là, notamment sur ma famille. Donc, c'est une manière, c'est une opportunité de s'autonomiser. Mais avant ça, sur le plan, en fait, croyance, je ne m'imaginais pas aussi, en fait, immédiatement venir en Occident. Ce parcours-là, en fait, ne m'attirait pas trop. Donc, quand l'opportunité de la bourse turque, en fait, s'est présentée, c'était top, en fait. D'accord, monsieur. Et comment pouvez-vous décrire votre parcours étudiant en Turquie? Turbulent. Turbulent. Parce que quand j'arrive en Turquie, je fais la langue à Ankara, à Gazi University, donc pendant 1 an. Et c'est après, en fait, que je rejoins la ville de Bolu. En fait, quand nous, on arrivait, les villes comme les Bolu, les Balıkesir et autres n'avaient pas encore leur demeure
intégrés dans les universités. Donc, Ankara, Istanbul, certaines grandes villes servaient de merkez, en fait, pour regrouper les étudiants, les apprendre la langue avant de les distribuer, en fait, dans les villes où ils devaient aller. Du coup, il y a d'abord l'expérience d'Ankara qui était fantastique parce que c'est là où, en fait, mon environnement s'est construit, mon environnement en Turquie. Donc, avec mes amis Amadou, Mustapha, et bien d'autres. Issa, Fatima. En fait, tout cet écosystème-là s'est construit à Ankara. Et ensuite, maintenant, Bolu, c'était une petite migration, en fait, de courte durée, 2 heures de distance par rapport à Ankara. Mais le cursus, en fait, en Turquie, comment est-ce que je le décrirais? J'ai dit turbulent parce que je n'ai pas, en allant en Turquie, s'il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est uniquement étudier. Pendant mes 4 années à Bolu, j'ai créé 2 associations, dont l'association des étudiants internationaux de la ville, et ensuite j'ai créé l'association des étudiants africains, en fait, avant même d'ailleurs, dès ma première année, en fait, où j'ai cofondé avec les autres Africains qui étaient déjà sur place, en fait, l'African Student Union of Bolu. Et du coup, mon parcours, mon cursus académique à Bolu était mixé entre études et associatif, mais avec une grosse part d'associatif. Je pense que voire 50% de mon temps passait dans le cadre associatif. Et c'est l'une des particularités, en fait, de cette expérience étudiantine-là, parce que ce que j'ai acquis, en fait, comme connaissance à la phase dans mon domaine, me permettait de ne pas trop me concentrer, en fait, dans l'école. J'avais une sorte d'avance, en fait, sur ce que je faisais, en fait, dans ces études-là, ce qui a libéré énormément de temps pour que je me concentre au domaine associatif. Donc, et je pense que c'est l'une des expériences, en fait, académiques les plus, bon, j'allais pas dire la meilleure, mais parce que j'en ai pas eu 2, mais ça a vraiment, en fait, solidifié, en fait, des bases de la personne que je suis. Parce que dans cette expérience académico-associative-là, je devais régler des problèmes, en fait, limite être le premier à faire certaines choses. Je prends un exemple. Le premier festival des étudiants africains et internationaux de la ville, c'est nous qui l'avons organisé. Et il fallait toujours réaliser les miracles, en fait, des petits miracles à chaque fois qu'il fallait organiser ces événements-là, aller chercher de l'argent, mobiliser, en fait, les étudiants, les rassembler autour d'une idée et pouvoir déployer cette idée, en fait, autour d'un événement. Donc, il y a une anecdote même d'ailleurs, c'est que moi, il y a des examens auxquels j'ai raté des examens à cause de la vie associative. Mais j'avais tellement réussi en fait à me faire accepter, me faire accompagner par le corps enseignant que moi, on me faisait refaire mes examens, ce qui est normalement pas permis en fait dans le domaine académique. Et cet équilibre-là, en fait, permet tellement justement d'avancer tout calmement. Donc, j'ai fini mes études en tant que major de ma promo et 3e de ma faculté. Donc, j'ai terminé avec les honneurs et j'ai construit en fait un équilibre entre vie estudiantine, mon encadrement, donc les enseignants, mais surtout en fait l'administration en fait au sein de l'université qui m'ont permis en fait d'avoir les bases pour m'expatrier. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord, merci monsieur. Et maintenant, plus d'un se pose la question, à quel moment vous est venue l'idée de créer Endo et quel problème est-ce que vous pensiez résoudre avec ce projet-là? Wow. On va dire en fait que moi, je me suis toujours positionné comme quelqu'un qui veut apporter plus que ce qui se fait classiquement. Endo est lié d'abord à mon choix, en fait, de mes choix académiques et même des choix de vie. Quand je dis
étant à la phase déjà, en fait, en quittant le campus à Ebolova, j'étais vice-président de l'initiative des jeunes pour l'environnement et le développement durable, une belle association, en fait, du campus. Arrivé en Turquie, vous allez constater, en fait, j'ai contribué à la création, en fait, de l'African Student Union of Bolo, l'International Association of de Bolo, et je peux me considérer comme membre, limite fondateur, en fait, de la CAMTUR et bien d'autres organisations. Donc, vous allez remarquer, en fait, que là où il y a des problèmes, c'est là où je m'engouffre en général. Mais pourquoi, en fait, il y a ce trend-là? C'est parce que moi, je considère, en fait, que nous, on a le pouvoir de pouvoir... en fait, on a le devoir, par le fait qu'on a réussi, en fait, à s'exposer à des environnements comme la Turquie, la France ou ailleurs, de pouvoir retourner à nos sociétés. C'est une obligation même limite. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui considèrent le fait de s'expatrier comme une chance de quitter une relative zone à problème ou misère pour certains. Moi, je considère en fait le fait de quitter comme une grande responsabilité parce que ça nous donne des opportunités et les moyens en fait d'aller régler des problèmes. Donc, quand j'ai étudié le génie de l'environnement en Turquie, à Bolu, et j'avais la possibilité d'être soit ingénieur en eau, soit spécialiste de la qualité de l'air. Donc, dès ma deuxième année, j'ai fait le choix de la qualité de l'air parce que quand je regardais, en fait, il y avait très peu, voire zéro spécialiste, non, pas zéro, très peu de spécialistes, en fait, dans ce domaine africain. Et je voulais pas faire quelque chose que tout le monde fait. Donc, en troisième année à Bolu, j'ai eu l'opportunité, grâce justement à mes enseignants, en fait, de me rendre en France dans un stage Erasmus, où j'ai travaillé en fait sur les microcapteurs de la qualité de l'air. Donc, c'est des appareils qui vont permettre de mesurer la teneur en polluants atmosphériques en fait constitués dans l'air. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement complexe en fait de mesurer la qualité de l'air en Europe et en Turquie. Et je me suis posé la question, mais pour une question aussi importante, comment est-ce qu'on fait en Afrique malgré en fait les enjeux? C'est là en fait déjà dès 2016 en fait que l'idée de créer en fait d'apporter une solution au problème de la qualité de l'air en Afrique gère. Donc je vais retourner en Turquie pour terminer ma quatrième année. Et pendant que je suis en stage en France, j'ai l'opportunité en fait d'obtenir une bourse pour venir faire un master international en sciences atmosphériques à l'université de Lille. Donc ensuite, ça m'amène au Japon où je vais faire en fait mes recherches pour mon master. J'ai une opportunité de faire une thèse au Japon que je refuse. Et la raison pour laquelle je refuse, c'est parce que je suis déjà dans la posture de l'entrepreneur. Et le Japon, par rapport à mon marché principal qui est l'Afrique, en fait, il me faut environ 24 à 48 heures pour partir du Japon en Afrique, ce qui est 7 heures à 10 heures en fait à partir de la France. Ce qui fait que je vais faire le choix en fait de revenir en France où je vais faire une thèse de doctorat. Et la raison pour laquelle je fais une thèse de doctorat, c'est parce que j'entre dans un domaine extrêmement complexe dont il faut de la légitimité. Donc, ainsi de suite. Je vais m'arrêter là parce que la question, c'était plutôt en lien avec la Turquie, d'où est venue l'idée. Donc, mais l'idée naît en 2016 pendant mon stage, en fait, en France. Mais c'est en lien au choix d'études que je fais en Turquie. Wow. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Vraiment, Madame wow. Lily, je pense que on va faire une petite pause pour faire un petit résumé de tout ce qui a été dit jusqu'ici, parce que le docteur Suleiman Alif Ngajin a parlé de sa venue en Turquie, comment il est venu, pourquoi il a quitté le Cameroun pour la Turquie. Effectivement, c'est avec l'opportunité de la bourse du gouvernement de Turquie, YTB, qui sélectionnait avant les meilleurs étudiants, les vrais meilleurs étudiants dans les pays africains et asiatiques. Et Suleiman était un très brave étudiant, très intelligent. J'ai eu la chance de le connaître à travers son grand frère quand il était au Cameroun. Et c'était l'un des meilleurs de sa classe et de sa promotion.
Et la FASA, qui est la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles, venait d'ouvrir un campus à Ipolova. Et il est l'un des premiers étudiants de cette faculté d'agronomie du campus d'Ipolova. Et il a choisi d'étudier l'eau. C'est ça, non? Oui, l'unité de C'est l'environnement. l'eau que tu étudiais? L'eau et Oui, environnement, voilà. environnement. Oui, environnement. Et avec son parcours brillant, ses capacités de leader, parce qu'il commence à exprimer cette envie de pas seulement aller à l'école, écouter l'enseignant, écrire, composer les examens et réussir avec brio, parce que là, sur le plan académique, il est très bon, mais il s'implique beaucoup dans les activités associatives. L'association des étudiants de Ebolova, la création d'une association qui milite pour l'environnement. Et ensuite, il est sélectionné par le YTB pour aller faire l'ingénierie des eaux. C'était l'ingénierie de quoi? Génie de l'environnement. Génie de l'environnement en Turquie. Et la première année, il fait le tonnerre comme tous les étudiants qui arrivent en Turquie. Il apprend très bien le turc. C'est quelqu'un qui peut parler le turc plus que les Turcs. Ils ont une génération de gars qui ont appris le turc même plus que les Turcs. Donc, beaucoup de Turcs qu'il a rencontrés. Il y a lui, il y a Mustafa Aminou, le président Mustafa Aminou qui est très connu. Et il y a le président Mustafa, c'est qui là? Celui de Konya. Mado, et toi aussi. Amadou, le président Amadou, ce sont des personnes qui ont appris le turc pur et vraiment atteindre le C2 et à Ankara. Et avec cette bonne connaissance du turc, il s'implique dans la création des associations estudiantines. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a un parcours académique et un parcours extra-académique. Dans l'académie, il fait ses études normalement, il est très brillant, il est sorti majeur de sa promotion, mais il fait également les activités extra-académiques, notamment la création des associations africaines de Bolu, la participation à la création, c'est l'un des fondateurs premiers de l'association Camp Turk, et il a également développé des critères de leadership qui l'ont poussé à sortir du cadre de la Turquie. Voilà comment il a participé en deuxième ou troisième année à faire Erasmus. C'est un programme ouvert à tous les étudiants en Turquie qui sont brillants et qui peuvent passer un examen d'anglais et aller dans un pays d'accueil. Et c'est comme ça qu'il se rend en France pour la première fois. En France, il fait son parcours et il ancre direct dans son projet de recherche pour l'amélioration de la qualité de l'air. Mais il retourne en Turquie avec l'idée de revenir en France pour son master. En France, il obtient une autre bourse, pas pour rester en France, mais pour aller au Japon. Et c'est au Japon qu'il fait son master à l'université de Kyoto. Et c'est là-bas qu'il apprend réellement la technicité, comment mesurer la qualité de l'air, comment, je pense que je vais trop dans les détails, mais c'est effectivement ce qu'il a dit tout à l'heure. Et il revient en France pour faire sa thèse de doctorat avec l'idée de s'auto-employer, créer l'entreprise Hindou, et voilà comment son idée est née. Je pense que j'ai fait juste un petit briefing, mais je vais encore vous redonner la parole pour que vous puissiez continuer l'échange, qui est d'ailleurs très intéressant de voir comment un simple étudiant part d'une idée créée ou née sur les bancs pour développer tout un grand concept qui est Hindou. Et je vous remets la parole, Madame Livine, pour continuer cette interview. À moins que je me sois compris, peut-être Monsieur Suleiman peut dire un ou deux mots sur ce qui a été dit précédemment. Merci. Non, non, je pense que ça va aller. J'aurai le temps de préciser si besoin. D'accord. Merci, Monsieur Lionel. Merci pour ce briefing qui était vraiment clair. C'était vraiment clair. Monsieur Suleiman, je voudrais savoir, et tous ici nous voudrons savoir, nous voulons bien savoir ce que fait exactement Hindou. OK. Hindou, en fait, quand je finis ma thèse en avril 2022 de doctorat,
je suis spécialiste en fait des pollutions atmosphériques en milieu urbain, industriel et côtier. Si vous allez faire l'analogie, en fait, les villes africaines, les grandes mégapoles africaines sont urbaines, industrielles et côtières. Vous prenez Dakar, Abidjan, Lagos, Douala, Cotonou, Lomé, toutes sont sur la côte. Elles sont urbanisées fortement parce que c'est là où c'est la porte d'entrée et sortie du pays et elles sont industrialisées. Par conséquent, en fait, en général, dans les zones industrielles, c'est là où la majorité, en fait, de la pollution atmosphérique, en fait, se trouve. Donc, quand je finis ma thèse de doctorat, je vais avoir une expérience professionnelle à Atmo Hauts-de-France. C'est l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France. Donc, je vais être recruté là-bas en tant qu'ingénieur d'études, spécialiste, en fait, de l'accompagnement des industriels et prévisionniste de la qualité de l'air. Avant de commencer ma thèse de doctorat, c'est mon objectif de travailler dans cette entreprise-là au moins pour 4 mois. Et je l'avais noté avant de commencer ma thèse. Donc, ma thèse, je la commence en 2018 et je finis en 2022. Donc, quand je travaille pour Atmo, 7 ans plus tard, on fait une rupture en fait conventionnelle avec l'entreprise. Et c'est là où en fait je me décide de me lancer à temps plein dans le projet Hendu. Mais au départ, il ne s'appelait pas Hendu parce que quand je reviens en fait en Turquie en 2016, je travaille avec mes amis de l'association internationale, l'association des étudiants internationaux de Bolo. Et le nom, en fait, qu'on donne au départ, c'est AKESA, Air Quality and Environmental Solutions for Africa. Bon, c'est le premier nom qu'a porté, en fait, l'entreprise. Donc, entre 2022, novembre 2022 et mai 2025, Hendu n'existe pas légalement. Donc, Hendu va naître en janvier 2023 à la suite d'un échange avec un de mes très proches amis qui est heureusement Peul. Il s'appelle Adamou. Et en ce moment-là, on est en train de chercher en fait le nom qui va représenter le mieux l'idée, l'ambition en fait que nous portons. Donc, Hendu veut dire vent en Peul, dérive d'une expression qui veut dire amener le vent. Et notre objectif, justement, notre mission, c'était de ramener de l'air respirable en fait aux communautés africaines, particulièrement. On attaque le monde parce que la pollution de l'air, c'est la première cause de mortalité dans le monde. C'est 7 millions de morts prématurées tous les ans, mais c'est aussi 1,4 million de morts prématurées en Afrique. Et le problème, c'est que quand on regarde la carte, en fait, de l'observation de la qualité de l'air dans le monde, les pays occidentaux, donc l'Europe et l'Amérique du Nord, sont très avancés. Ils ont presque déjà réglé le problème. Mais quand on regarde les pays en développement, Inde, Chine et Afrique, c'est là où il y a non seulement le plus grand nombre de morts par le plus grand nombre d'expositions, mais surtout, pour le continent africain, c'est là où il y a le moins d'infrastructures, en fait, de surveillance de la qualité de l'air. Donc, on va donc décider, en fait, que Hendu sera une entreprise qui va se spécialiser dans l'intelligence environnementale pour pouvoir fournir cette donnée de qualité de l'air en entrée en temps réel, mais par extension des données sur le climat, mais surtout aussi d'interaction, en fait, entre qualité de l'air et la santé pour pouvoir guider la décision publique en temps réel. Et c'est un challenge, mais vous n'imaginez pas, et je pense que je ne vais pas entrer dans les dimensions techniques, parce que, pour faire simple, il n'y a pas de station, en fait, en ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de stations de mesure de la qualité de l'air en Afrique, et les modèles, en fait, atmosphériques qui modélisent la pollution, en fait, sont pas précis, on va dire quoi. C'est un peu comme les pixels. Tu as un pixel flou qui ne voit pas bien ce qui se passe au sol. Et notre mission à Hendu, en fait, c'est de faire de ce pixel une image, en fait, de bonne qualité. Et pour ça, on va donc faire appel, en fait, à une certaine expertise. Et qu'est-ce que Hendu fait? Hendu a pour objectif, en fait, de construire les systèmes de gestion de la qualité de l'air de tous les pays, de toutes les villes et de toutes les entreprises, en commençant par l'Afrique. Donc, c'est ça. Merci, monsieur. Wow. Vraiment, je vous laisse la parole, monsieur. Wow, ça c'est très intéressant. Je pense que la question a été vraiment posée au moment où il le fallait. Que fait Hendu? Hendu fait simplement le suivi et l'analyse des données pour améliorer la qualité de l'air.
C'est impressionnant. C'est impressionnant de savoir qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui s'asseyent, qui regardent notre environnement, qui disent, mais l'air que nous respirons là, est-ce qu'elle est propre? Nous n'imaginons pas, ça va au-delà de l'imagination. C'est vraiment très peu de personnes peuvent penser à un seul moment que l'air qui entre dans nos poumons peut être de mauvaise qualité. Et voilà une information que le docteur nous donne. La qualité de l'air que nous respirons est responsable de la mortalité de plus de 5 personnes sur 10 en Afrique. C'est impressionnant. Je ne pouvais pas imaginer que l'air que nous respirons peut causer autant de mortalité. Et voilà quelqu'un qui se décide que voilà son challenge. Il va chercher à résoudre ce problème en Afrique parce que dans ses voyages, dans ses recherches, il a découvert qu'en Europe, en Asie et en Amérique, il y a beaucoup de stations, beaucoup de centres de recherche qui travaillent spécialement pour contrôler, suivre et analyser la qualité de l'air. Donc, suivre les polluants, suivre la pollution, voir comment l'air peut être contrôlé. Et ça, c'est impressionnant. Un Africain décide de rentrer en Afrique, implémenter cela parce qu'il n'y en a pas ou presque pas de telles solutions en Afrique. Seulement à partir de là, on peut dire que l'école est super importante. Apprendre la théorie à l'école, il a pu découvrir quelque chose de très important, mais il ne s'est pas arrêté à la découverte. Il est passé de la découverte à l'implémentation en créant une entreprise qu'il met à la disposition de tous les gouvernements, toutes les communautés en Afrique peuvent acheter sa solution. Je pense que Ndou, vraiment, c'est quelque chose d'immense. Je vous laisse continuer l'interview. Merci, Monsieur Lionel. Vraiment, Ndou, c'est vraiment un projet impactant, comme on le dit, impactant. Monsieur Suleiman, comme tout projet entrepreneurial, nous savons qu'Ndou, nous pensons qu'Ndou a eu à connaître des problèmes et tout n'a pas toujours été facile. Donc, nous voudrons en savoir ce que vous avez, les problèmes que vous avez eu à rencontrer durant votre parcours jusqu'à aujourd'hui. OK. Ben, merci à vous pour la question. Ce qu'il faut que tout le monde sache, en fait, c'est que c'est extrêmement difficile de porter un projet, une ambition, en fait, et de lui donner vie. En fait, nous tous, nous travaillons sur des projets, en fait, de manière quotidienne. Et parfois, on a même tendance à associer, en fait, les plus grands problèmes aux problèmes financiers. Ce qui, aujourd'hui, quand on fait un flashback, on se rend compte qu'en général, les finances ne sont pas le plus grand problème des projets. Du coup, Ndou a des phases. Et pour chacune des phases, a ses problèmes. Donc, le cycle de vie d'un projet commence par l'idée. Ensuite, on va passer de l'idée, en fait, à ce qu'on appelle une conceptualisation. Donc, je vais avoir un produit. Après, il va falloir tester le marché. Et après avoir testé le marché, il faut donner vie, en fait, au projet. Et ensuite, il faut s'étendre. Mais ça, c'est la partie, en fait, théorique. Moi, je dis que en fait, pas moi, je dis ce qui est aussi, en fait, évident dans la littérature, en fait, de création d'entreprise aujourd'hui, c'est que quand on parle de projet, en général, on parle de 3 choses. On parle des personnes, on parle du produit et on parle des process. Donc, en fonction de chacune des dimensions, il y a des challenges, en fait, inhérents qui sont associés. Donc, prenons un exemple. En fait, c'est pas un exemple, mais c'est la réalité. Quand moi, je finis ma thèse de doctorat en 2022,
et que 7 mois plus tard, en fait, je décide de me lancer dans Hendo. Le premier constat, et c'est un constat, en fait, qu'on le fait même étant dans le monde associatif, on ne peut jamais rien faire seul. Parce que Hendo veut attaquer un gros problème. Qui dit gros problème dit gros moyen, mais d'abord moyen humain. Donc, il y a des compétences que je n'ai pas qu'il faut aller chercher. Donc, il faut que je trouve des gens qui vont m'accompagner, en fait, dans cette aventure. Mais il suffit pas juste de trouver des gens. Si dans ta vie, en fait, tu vises l'excellence, tu dois être accompagné par les personnes les plus compétentes du monde, de ton environnement. Donc, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir l'une des meilleures équipes que je puisse avoir, en fait, pour ce projet. Mohamed Noureddine, en fait, à la direction technique, parce que c'est le meilleur que je connaisse dans ce domaine-là et il va au-delà, en fait, de mes expectations tous les jours. Willy, en fait, de la data science. Nous, on a l'une des plus grandes mathématiciennes, en fait, d'Afrique aujourd'hui, qui est notre conseillère scientifique. On a des experts financiers, en fait, qui nous accompagnent. Donc, le plus grand challenge de Hendo, c'était d'abord de former cette équipe-là, mais de maintenir cette équipe-là concentrée, travailler et délivrer pendant plus de 4 ans aujourd'hui, sans les payer un franc. Donc, ça veut dire qu'on dépasse en fait l'aspect matériel. On travaille pour une mission, on travaille pour un objectif, on travaille pour réaliser en fait pour changer, pour régler un problème. Et si on arrive à régler le problème, peut-être on sera riche. Et je dis bien peut-être, parce que dans 2 ans ou bien dans 1 an, il est possible aussi quand même de mettre la clé, parce que c'est la réalité. On peut avoir la plus belle idée du monde, mais si elle n'est pas marketable, il faut fermer. Donc, c'est le plus grand problème d'ailleurs de toutes les entreprises, comment tu conçois une équipe, comment tu la fais bosser en fait dans une direction, tout en sachant en fait que en la désintéressant au départ, ou alors en l'intéressant avec ce qu'il y a de plus grand que l'argent. Et aujourd'hui, nous sommes chanceux en fait d'avoir cette équipe-là. Ensuite, le projet se construit d'abord dans un écosystème. L'un des plus grands challenges de Hendo, c'est d'être né en France et d'aller régler un problème en Afrique. Ça veut dire qu'il faut accepter, en fait, ou alors le faire accepter dans un écosystème, en fait, occidental, qu'on va créer une start-up, en fait, innovante, une deep tech précisément, qui va aller régler un problème dans une partie du monde, en fait, qui n'est pas la partie immédiate, en fait, dans laquelle on se trouve. Et quand je parle de ça, je parle de tout. Je parle de financement, je parle d'accompagnement, je parle de structuration. Donc, et le troisième problème, c'est justement ça. Comment est-ce que tu résous un problème qui est à 6000 km à partir d'une destination qui est un peu plus loin? Pourquoi? Parce que l'une des choses, en fait, qui tue les projets aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs, en fait, qui portent ces projets-là ne sont pas sur le terrain. Donc, tu dois créer une entreprise pour régler un problème et tu es à distance, en fait, de ce problème-là, du moins, en théorie. Donc, Hendo va passer de la phase d'idée entre janvier 2023 et, on va dire, jusqu'en novembre 2023. On est vraiment, en fait, dans la phase conceptuelle avec toutes nos équipes. On va intégrer l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. C'est l'équivalent de la NASA, en fait, pour les États-Unis. Et on va même pas l'intégrer directement parce que on n'a pas les moyens, en fait, de tenir les ambitions du projet en ce moment-là. On va donc intégrer en alternative l'Institut national de la recherche en automatique, en informatique et en automation, donc c'est l'INRIA. C'est le plus grand laboratoire en fait de France spécialisé dans l'IA. Donc ils sont spécialisés dans les mathématiques. Et l'intégration en fait de cet institut va nous permettre de sortir le premier, le minimum viable product. Donc, le premier produit qu'on peut maintenant présenter, en fait, à nos clients. Donc, entre le moment où, en fait, on se met à temps plein sur le projet qui est novembre 2022 et le moment où on obtient un premier produit, en fait, qu'on peut présenter et qui est viable, on tape 3 ans. Et entre les 3 ans, on est au chômage, on a des responsabilités et tout. Donc, il faut manager tout ça
tout en gardant en fait le cap. Ça, c'est l'équation en fait la plus complexe à gérer. Et beaucoup d'entrepreneurs en fait à succès en fait qui débarquent et qui disent on a souffert. Parfois, les gens minimisent en fait ça. Ce n'est pas parce qu'ils veulent mettre en avant en fait la souffrance, c'est parce qu'ils veulent mettre en avant ce qu'on appelle en anglais le commitment. En fait, quand tu crois en quelque chose et quand vous battez pour quelque chose qui est au-dessus de l'argent, vous trouvez les ressources en fait pour pouvoir maintenir ce cap-là. Donc, c'est cet équilibre-là. Donc, il faut une équipe, il faut un produit et ensuite il faut un process. Le process, c'est comment est-ce qu'on délivre la proposition de valeur, comment est-ce qu'on la transporte en fait des Hauts-de-France pour l'amener en fait sur le terrain en Afrique. Et forcément, ça a des coûts financiers. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire financer cela de manière durable avant même la création de l'entreprise? Parce que l'entreprise est née officiellement en fait en 2025. Donc, je vais m'arrêter là pour vous laisser rebondir en espérant que j'ai répondu à la question. Super. Livine? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je voudrais encore vous poser une question. Quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants camerounais en Turquie qui sont en plein développement eux aussi? Comment pensez-vous qu'ils peuvent aussi réussir à s'en sortir, à entreprendre? Que pouvez-vous leur dire? En fait, si vous avez deux choix à faire entre un choix facile et un choix difficile, dans vos vies, faites toujours le choix difficile. C'est le seul choix qui vous permet en fait de grandir. C'est le seul choix qui vous permet de vous former. C'est le seul choix qui vous permet d'apprendre. Dans l'histoire en fait que je vous ai racontée, il n'y a aucun des choix qui était un choix facile. Pour ceux qui ont dirigé, si je prends le cas de la CAMTU, organiser par exemple un congrès des étudiants camerounais à Ankara ou ailleurs, c'est un challenge qui est extrêmement difficile. Il faut mobiliser de l'argent, il faut mobiliser des personnes, il faut les loger, il faut s'assurer que tout se passe en sécurité. Donc, le leader qui porte ses responsabilités a une dimension en fait qui est au-dessus en fait de toute personne en fait qui s'assoit dans son coin et attend. Donc, il faut faire le choix de la difficulté. En islam, il y a une sourate ou un verset d'une sourate qui dit à côté de la difficulté se trouve la facilité. Et c'est en faisant dans le choix de la difficulté, en fait, qu'on trouve la facilité en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire à un étudiant, en fait, qui est en Turquie aujourd'hui ou ailleurs? Parce que les étudiants sont partout. La première chose, c'est qu'il faut d'abord croire à ce qu'on fait. Il n'y a pas de sous-métier comme il n'y a pas de sous-études. Peu importe l'étude que vous faites aujourd'hui, il y a un problème de ce monde que vous êtes capable de régler, à condition que vous choisissez en fait d'aller attaquer ce problème-là. Et quand vous décidez en fait d'attaquer ce problème, si vous le faites sincèrement avec pour but de résoudre le problème, vous êtes capable en fait de vous découvrir en fait dans cette vocation-là. Donc, il y a les gens qui font le choix classique de se dire je fais mes études, je cherche du travail, ils sont libres. Il y a ceux qui veulent vraiment aller au-delà et contribuer, qu'ils sachent en fait que c'est possible. Donc, qu'on fasse de la lettre, des arts, du sport ou quoi que ce soit, on peut vraiment en fait changer la vie des gens. Et changer la vie des gens, ce n'est pas forcément faire la une mondiale, c'est qu'à la rencontre avec une personne, que la personne sente en fait que vous lui avez apporté quelque chose. Donc, mais ça, c'est des choix difficiles. Il n'y a rien sur cette terre qui s'obtient par la facilité. Et il n'y a rien sur cette terre qui s'obtient sans verser de la sueur. Et par sueur, je veux dire, vous pouvez gaspiller en général 4 choses, en fait, quand vous faites quelque chose d'ambitieux. Ce sera soit votre santé, soit votre argent, soit vos relations, en fait, familiales. Et la quatrième, j'ai oublié. Mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui perdent les cartes pour pouvoir atteindre les sommets. Il y a des gens, vous allez au moins perdre une d'entre elles. Et le temps, voilà, le quatrième, c'était le temps.
Donc, faites votre choix, mais il faut intérioriser et internaliser le fait que si vous voulez réussir, vous allez perdre. Sinon, une partie des quatre, soit une partie des quatre, sinon au moins un d'entre eux. Super, Et le challenge, en fait, c'est trouver l'équilibre. c'est très intéressant. Alors, je pense qu'on va faire une petite pause pour que Mademoiselle Livine respire un peu. Et je pense que le docteur Suleiman a vraiment parlé de l'entreprise Hendo, la genèse, les challenges et surtout l'organisation, comment il a pu monter son équipe et ensuite les perspectives. Quels sont les projets qu'ils sont en train d'implémenter actuellement et quelles sont les projections futures. Et les questions de Mademoiselle Livine ont été beaucoup orientées vers l'encouragement des étudiants qui aimeraient faire pareillement ou prendre le docteur Suleiman comme modèle et essayer de suivre son parcours. Et effectivement, je vais m'attarder là-dessus parce que le docteur Suleiman est un très bon modèle pour beaucoup d'étudiants et beaucoup de chercheurs et même des personnes qui travaillent, qui sont employées dans les centres de recherche. Ils sont nombreux qui ont des résultats concrets de recherche, des solutions trouvées à partir de leurs projets d'études, mais dont les solutions sont restées dans les documents qu'ils ont produits, que ce soit une thèse, que ce soit un rapport de stage, etc. Mais le docteur Suleiman a dit, passer de l'idée au projet demande de l'audace et surtout la coopération avec une très bonne équipe. Comme vous avez pu le remarquer, Hendo n'est pas seulement une solution administrative où il apporte juste l'information au gouvernement ou aux clients pour leur dire il faut qu'on suive la qualité de l'air dans votre pays. Mais Hendo, c'est une solution ou une entreprise d'innovation et surtout de technologie et surtout d'informatique. Et la solution que le docteur Suleiman a trouvée est née de la coopération avec des amis ou des collaborateurs. Il a parlé de celui qui est passé précédemment dans ce webinaire, le grand frère Nourdine, qui a été son collaborateur principal en développement de solutions informatiques. Mais il ne s'est pas arrêté à dire que, bon, mon ami est un informaticien, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché. Il est également allé chercher les mathématiciens parce qu'il s'agit de développer des modèles de suivi, des modèles d'intérêt. Tout ça, en fait, ça fait partie de la création d'une équipe qui soit productive. Et enfin, lui-même étant un très bon manager, il s'est formé. Il ne s'est pas arrêté à dire, je suis ingénieur Suleiman, j'ai le master, je suis Suleiman, mais il s'est formé continuellement dans la gestion des équipes, la gestion des projets et surtout la recherche des marchés. Et il a parlé des perspectives de Hendo, comment aller trouver des nouveaux partenaires du projet. Je pense qu'il n'est pas trop entré en détail parce que comme vous avez pu le voir à l'écran, Hendo collabore avec les gouvernements et ils ont des clients qui sont des gouvernements des pays africains, notamment la Côte d'Ivoire. J'ai pu voir qu'ils ont déjà 7 années d'expérience, comme vous avez pu le voir sur le site web de Hendo, qui pendant les 7 années, ils ont pu développer des solutions pour le suivi de la qualité de l'air dans 5 à 8 pays en Afrique. Et il a pu, avec sa solution, augmenter le nombre de pays qui mettent en place un système de surveillance de la qualité de l'air, de la pollution atmosphérique, de la santé des populations qui peut être affectée par la mauvaise qualité de l'air. Et ça, c'est des choses qui naissent de l'esprit, qui se développent, qui grandissent et qui s'ouvrent
à d'autres personnes, à des perspectives, etc. Il ne s'est pas arrêté là. Il a cherché de nouveaux marchés. Il ne se consacre pas à l'Afrique francophone parce que l'entreprise est basée en France, à Lille, où il est basé effectivement, mais il s'ouvre également à l'Afrique anglophone. Nous pouvons voir sur le site web qu'il a fait un projet récent avec la Sierra Leone, notamment la capitale Freetown. Il est allé en Guinée équatoriale pour implémenter la même solution. Donc, c'est une solution qui est vendable et qui peut se vendre dans tous les pays en Afrique. Je pense que c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose dont il faut s'inspirer lorsque vous développez, vous faites vos recherches ou bien vous travaillez sur vos projets de stage. Ne pensez pas seulement au milieu où vous vous trouvez, qui est la Turquie, mais pensez à ce que cette solution soit utilisable par plusieurs autres entreprises, par plusieurs autres pays. Et à partir de là, va venir, en fait, il a parlé de l'argent, qui est le challenge principal pour toute entreprise, qui est le nerf de la guerre, comment générer des revenus à partir de leur entreprise. Ils ont des moments de temps mort où ils n'ont pas vraiment de clients, mais ils ont des moments de haute activité où tout le monde s'active pour apporter ou développer la solution qu'il faut. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a dit que Hindu va entrer dans je ne sais pas si c'est le consortium ou si c'est les partenaires de la ESA, l'Agence spatiale européenne. Ça veut dire que Hindu est en train de grandir et est pratiquement en train de faire ce que Elon Musk, qui est le président fondateur de Tesla et de SpaceX, fait pour la NASA, c'est-à-dire apporter des solutions à une agence qui est, elle, étatique, mais il est une entreprise privée et qui apporte des solutions pour que cette agence étatique puisse en bénéficier et le payer en contrepartie des services rendus. Et voilà des multimilliardaires que nous avons devant nous qui sont en perspective. Et voilà, c'était pour résumer un peu. Ouais, résumer et ramener un peu le sujet terre à terre pour que les étudiants qui sont là puissent comprendre. Je vais redonner la parole à mademoiselle Livine pour qu'elle puisse conduire la dernière phase et on va passer à la phase questions-réponses des étudiants. Je vois monsieur Tervisono qui a levé la main. Livine, je te remets la parole et c'est à toi de distribuer à qui veut la prendre. Merci, Monsieur Lionel, pour ce briefing une fois de plus. Nous allons passer à la phase de questions. Je vais inviter tous ceux qui ont des questions à soit lever la main ou écrire leurs questions dans le chat. Là, je vois Monsieur Steve. Nous allons passer la parole à Monsieur Steve alors. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me suivez. Bonsoir. Bonsoir, on te suit très bien. Ok, je suis Steve Essono, je suis environnementaliste. Je réside au Cameroun. J'ai suivi avec intérêt la naissance et l'évolution de Hindu. Maintenant, je voudrais savoir, vu que Hindu est basé en France et que vous travaillez en Afrique, enfin, disons que le marché principal, c'est l'Afrique. Je vois dans différents pays, vous avez intervenu, comme on a dit, la Guinée équatoriale, Abidjan et autres. Quel est le modèle économique? Comment est-ce que vous faites pour fixer vos prix? Est-ce que les prestations sont rentables si vous travaillez avec les gouvernements? Parce qu'au Cameroun, par exemple, on sait que si vous réalisez un marché public, c'est dans 1 an ou 2 ans qu'on vous paye. Comment est-ce que vous faites, étant basé en France, pour rentabiliser l'entreprise avec des prestations avec des gouvernements africains? Donc, merci. C'est d'abord ma première question. Une très bonne question. C'est la question la plus difficile même d'ailleurs lorsqu'on est entrepreneur. Bon, je précise d'abord quelque chose avant d'entrer dans la réponse. C'est concernant l'Agence spatiale européenne. On aimerait bien arriver au niveau de Tesla avec Elon Musk. Ça reste l'ambition. On est plutôt en fait accompagné par l'Agence spatiale européenne parce que nos solutions en fait font appel en fait aux données satellitaires et du coup nos modèles en fait vont s'atteler en fait à transformer les données satellitaires de l'Agence spatiale européenne en informations en fait qui sont accessibles pour nos clients.
Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on bénéficie d'un accompagnement de l'Agence spatiale européenne et peut-être après, ils seront nos clients. Donc, le modèle économique, en fait, lorsqu'on entre dans la question du modèle économique, on entre dans je pense, dans la troisième ou quatrième phase, en fait, de l'évolution de tout projet, notamment un projet d'innovation, parce que nous, on met en place, en fait, un produit qui n'a pas de marché et on va créer le marché. Je fais bien la différence entre marché et problème. La surveillance de la qualité de l'air, c'est un marché qui existe depuis plus de 40 ans. Donc, il y a des stations, comme je le disais, un peu partout en Europe. Et du coup, s'il s'agit juste de surveiller de la qualité de l'air, donc par des stations de mesure et tout, nous, on n'a rien à faire parce qu'il y a plus de 50 entreprises, en fait, qui le font. Nous, le problème que nous, on résout, en fait, c'est on arrive dans des États, en fait, qui peuvent avoir des stations et on se rend compte, en fait, que la structure de l'État ne permet pas de résoudre le problème de la qualité de l'air sur le long terme. Et on les aide à construire un institut de la qualité de l'air qui s'appuie sur une autre plateforme pour réduire par 6 les coûts d'investissement et par 10 les coûts d'expertise, donc l'opérationnel. Donc, ce qui va faire qu'on va passer d'un investissement d'environ 15 millions d'euros, en fait, au départ, plus 7 millions d'euros, en fait, en OPEX, à un investissement, en fait, qui est coupé par 6 et un OPEX qui est coupé par 10, en fait, tous les ans. Ce qui rend l'infrastructure, en fait, accessible, en fait, au niveau de l'État. Maintenant, pour concevoir ce modèle économique, comme monsieur Dr Lionel l'a dit, au départ, moi, je suis pas ingénieur financier. Donc, je suis scientifique et du coup, il a fallu se former. Toute l'équipe Endo a suivi différents programmes. Et le dernier qu'on a suivi, c'est celui de HEC Paris, qui est le top 3, en fait, des business schools dans le monde, où on va notamment apprendre, en fait, justement, à modéliser et à tester, en fait, le modèle économique par rapport aux différents modèles économiques, en fait, qui existent sur Terre pour pouvoir vendre notre solution. Donc, pour revenir, en fait, au fonctionnement avec les États, au départ, en fait, on vendait un abonnement, c'est-à-dire l'État prend un abonnement à une plateforme et ensuite elle signe un contrat en fait multi-annuel sur 5 ans pour pouvoir en fait payer de manière récurrente. Mais les États ne payent pas les abonnements, notamment en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension souveraineté qui est centrale en fait dans la manière dont l'État fonctionne. Donc, du coup, avec l'État, vous allez plutôt essayer de vendre un projet. Et c'est même ça, en fait, l'ambition. C'est-à-dire, on va construire votre observatoire de la qualité de l'air. Du coup, il va falloir déployer des stations, il va falloir former des gens, il va falloir déployer la plateforme pour qu'elle puisse permettre, en fait, favoriser, en fait, l'accès à l'information en temps réel. Donc, l'État va faire son travail quotidien parce que ça rentre dans sa mission. Du coup, avec les États, ce sera des contrats multi-annuels. Et effectivement, est-ce que les États payent bien? Je vais dire non. Du coup, Endo, qu'est-ce qu'il va faire? Endo va développer en fait d'autres canaux en fait de resource channels, en fait d'autres canaux de distribution, non pas de distribution, d'autres segments. Voilà, le bon terme c'est segment. D'autres segments en fait pour pouvoir capter des ressources. Donc c'est quoi? Dans le modèle économique de Endo, il y a l'abonnement à la plateforme, il y a la vente en fait d'appareils de mesure de la pollution de l'air et il y a tout ce qui est support, donc c'est de la formation et du conseil. On a développé pour la ville de Freetown une stratégie en fait inclusive en matière de qualité de l'air. Ça, c'est du conseil. Donc, ça permet de rentrer en fait du chiffre d'affaires. Ensuite, on va s'attaquer au B2B. La taille du marché des États, c'est 54 États, c'est 350 villes de plus de 3 millions d'habitants. Du coup, elle est limitée. On va plutôt attaquer une taille de marché en fait avec les entreprises en B2B qui représentent plus de 150 000 entreprises en fait qui sont soit des installations classées ou plus. Les installations classées, c'est celles qui ont l'obligation, en fait, de contrôler l'impact de leurs activités sur l'environnement, notamment en matière de qualité de l'air. Donc, comme cette taille de marché-là, en fait, on l'étend dans la probabilité, en fait, d'avoir des clients qui ont ces problèmes-là. Donc, du coup, Endo ne va pas s'attaquer uniquement, en fait, aux États. Endo va accompagner les entreprises en B2B pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et le modèle économique est simple. On les vend une station de mesure, on déploie notre plateforme pour un abonnement, en fait, annuel et ensuite, on les vend du conseil, en fait, soit pour le support, soit pour la maintenance. Wow. Monsieur Sono, est-ce que vous avez une réponse satisfaisante à votre question? Je pense que le docteur Suleiman a parlé terre à terre de leur stratégie marketing et surtout la rentabilisation de différents services et packages qu'ils apportent aux différents clients.
Ils ont structuré les clients en plusieurs catégories et ils peuvent simplement soit offrir du conseil aux États, soit vendre carrément un package complet d'accompagnement pour la mise en place d'un processus de suivi, monitoring, contrôle de la qualité de l'air. Et ils ont un produit particulier qui est la plateforme Hendu, où les États peuvent payer des abonnements pour recevoir des données, des analyses et surtout des warnings, des avertissements sur des sites de pollution et des mesures à prendre pour réduire cette pollution. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer les Noirs en train de faire. C'est généralement les Blancs qui le font. Donc, je pense que Hendu aussi apporte une sorte de révolution dans l'apport des solutions en Afrique par les Africains. Et ça, c'est quelque chose à encourager, à mettre en avant. Les gouvernements en Afrique seront fiers de collaborer avec une équipe d'Africains, une entreprise africaine qui vient résoudre les problèmes des pays africains. Je pense même que tous les États d'Afrique vont acheter cette solution. C'est une autre question. Oui, monsieur Essono, votre question. Là, vous avez dit que vous avez 2 questions. Madame Livine, bon, on peut prendre le contrôle, mais monsieur Essono. Bon, disons que pour le moment, je suis satisfait de la première question. Donc, peut-être que je vais revenir plus tard. D'accord. Et votre question était vraiment pertinente. Et généralement, on ne voit pas directement dans les entreprises innovantes comment ils font pour rentabiliser leurs services, surtout en ce qui concerne la coopération ou la gestion d'un produit ou la vente d'un service à un État, à un gouvernement. Et sachant qu'au Cameroun, c'est un peu difficile, ça entre dans le cadre des marchés publics-privés, des partenariats publics-privés. Comment Hendu fait pour s'en sortir avec les autres États? Et je pense que peut-être le docteur Suleiman va peut-être nous expliquer, avant que Madame Livine ne prenne encore la parole, comment ils ont fait pour trouver leur premier client. Parce qu'un client qui est un État, c'est pas facile. Est-ce que vous aviez des ministres qui ont dû faire du lobbying pour vous, pour que vous soyez accepté par votre premier client, ou bien vous aviez des grandes relations qui ont pu vous permettre de trouver ce client, ou bien c'est la pertinence de votre projet qui a pu ouvrir les portes à ce qu'un premier client vous accepte pour vous offrir un tel marché? Ça, c'est une question qui est dure et la réponse n'est pas linéaire. J'ai une phrase que je dis toujours qui résume en fait notre manière de faire, c'est what matters is what you see. En fait, ce qui importe, c'est ce que tu vois. Quand on décide en fait de créer une solution pour adresser les problèmes d'un État, si on ne se met pas dans la tête en fait qu'on est en capacité en fait d'échanger avec un ministre, on va jamais réussir. Parce que il faut pouvoir justement représenter l'ambition en fait, ou bien alors être à la taille en fait du problème que vous adressez. Ce qui fait que il y a une préparation en fait mentale et de l'équipe en fait qui est, comme je disais dans mon process, c'était people product process. D'abord les personnes. Nous on travaille avec l'une des plus grandes mathématiciennes d'Afrique. Donc ce qu'il faut savoir c'est que pour qu'elle vous accorde son temps pour vous accompagner dans le développement de vos modèles, il faut que vous soyez sérieux. Et du coup, si elle accorde son temps, ça veut dire qu'elle va accorder ses ressources. Donc, on entre en contact avec le Centre ivoirien antipollution de Côte d'Ivoire parce que notre chercheuse en chef nous met en contact avec le recteur de l'Université de San Pedro, qui est en fait le directeur du financement de la recherche en fait de Côte d'Ivoire. Donc, lui, il va nous mettre en relation avec le directeur en fait du Centre ivoirien antipollution. Et du coup, quand nous on n'arrive pas comme Suleiman. On arrive comme recommandation en fait d'une des plus grandes personnalités scientifiques en fait de Côte d'Ivoire et par-delà en fait en mathématiques en France. Donc, il n'y a pas de chemin linéaire pour pouvoir en fait arriver à échanger ou alors
à pouvoir présenter une solution, en fait, à un certain niveau. Mais ce n'est même pas ça qui compte, parce qu'après qu'on vous ait introduit, il faut maintenant faire tout le travail. Tout le travail, en fait, c'est prouver, démontrer, en fait, qu'on est vraiment à la hauteur du problème qu'on adresse. Et on est vraiment à la hauteur, en fait, pour pouvoir parler du problème dont il est question sur toutes les dimensions. Parce que nous, on fait un produit, mais il y a les dimensions économiques du projet, il y a les dimensions infrastructurelles, il y a les dimensions de réalité par rapport au contexte dans lequel... En fait, il y a les dimensions humaines. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, votre sang ne matche pas et après, rien ne se fait. Donc, et il y a les dimensions socio-économiques, donc le business dans les États. Donc, nous, dans notre stratégie, en fait, pour pouvoir identifier nos interlocuteurs et essayer de les convertir en clients, on aura plusieurs stratégies. On aura la stratégie justement de valorisation de notre réseau. Et vraiment, on va utiliser tout notre réseau. Ça veut dire, si M. Essono connaît le ministre de l'Environnement du Cameroun aujourd'hui, moi, je n'hésiterai pas à dire à M. Essono, présente-moi au ministre, présente notre projet. Parce qu'effectivement, on a une fausse expression au Cameroun qui dit on ne connaît pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Et c'est très vrai, en fait, en entrepreneuriat. Ensuite, il y a les canaux officiels. Donc, on va exploiter, par exemple, le réseau Business France, qui est plutôt un réseau institutionnel qui va nous rapprocher, en fait, des entreprises et qui va nous permettre, en fait, de soumettre notre proposition de valeur, en fait, pour régler, en fait, ces problèmes-là. Donc, en résumé, il n'y a pas de canal direct et il n'y a pas de canal vrai. Il n'y a que vous qui devez transformer vos opportunités en réalité. Super. Excellent. Ça a été vraiment excellemment répondu. Madame Lévin, je vous remets la parole. Merci, Monsieur Lionel. Merci, Monsieur Suleiman. Vous avez répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien, Madame Lévin, et je suis content parce que c'est des questions terre à terre que se posent les étudiants en Turquie. Madame Lévin, qui est la responsable de la cellule de communication de CamTurk, a posé des questions terre à terre comme une simple étudiante. Elle est en deuxième année en Business Administration à l'université de Bandema. Je pense que il faut vraiment l'applaudir. Elle a posé des questions orientées business et elle a posé des questions orientées étudiants. Donc, c'est à féliciter. Merci pour cet échange, Lévin. Monsieur Essono, vous avez encore la main levée. Je ne sais pas si vous voulez poser une autre question. Oui, je voudrais poser une autre question. Tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que, bon, on m'a dit quoi, le bouche-oreille, le réseautage pour pouvoir avoir des opportunités. Mais maintenant, Monsieur Lionel également a évoqué le fait, comment dire, a apprécié le fait que le travail que fait Endou est fait par les Africains, bon, pas les Noirs, comme il disait. Je voudrais savoir, est-ce que Endou compte également partager son savoir, par exemple, avec des universités, dans le cadre des RSE, ou bien vous comptez également ouvrir des succursales ou bien des centres de formation ici sur le continent africain, vu que c'est un marché qui est quand même assez, on va dire, presque absent, parce que moi, je me souviens que avant ce que moi j'utilisais, c'était, peut-être ce que j'utilise encore aujourd'hui, c'est un relevé du NEP, dans programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est un programme comme ça. Bon, bref, les données ne sont pas assez précises. Et même au Cameroun, ce que le ministère demande de faire, le ministère donne des agréments pour les analyses de pollution, mais ce qu'on fait souvent quand on appelle les cabinets pour venir mesurer la qualité de l'air, c'est souvent un truc assez sommaire. Et puis, ils emballent, ils partent. Maintenant, vous, est-ce que vous comptez faire aussi dans la formation en Afrique de ces professionnels-là? Est-ce que vous comptez proposer des services de formation, non pas seulement aux États, mais également des cabinets ou bien des entités privées qui veulent se développer dans le domaine de la qualité de l'air et aussi dans des universités? Merci. Wow. Okay. Excellente question. Merci pour cette question, Steph. Endou est une entreprise ancrée dans l'université. Parce que, comme je l'ai dit, elle naît d'un processus, en fait,
de recherche. Donc, c'est une entreprise qui résulte en fait de la science, donc du coup, qui va adresser un problème dans le monde. Et on continue de faire de la recherche, comme je le disais, parce que on a un lien directement avec l'université par notre chercheuse et les modèles mathématiques en fait que nous mettons en place, c'est de la recherche en continu. Maintenant, on adresse un marché en fait qui est africain. Par essence, on est obligé d'être présent en Afrique. Ce serait trahir en fait la promesse. Elle serait incomplète en fait. Donc aujourd'hui, on explore en fait la création en fait de filiales en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et on l'espère que d'ici la fin d'année, en fait, on pourra atteindre cet objectif-là. Pourquoi? Parce qu'il faut être sur le terrain un peu plus pour être capable en fait de répondre à toutes les dimensions en fait du besoin et de la demande. Maintenant, est-ce qu'on fait de la formation? Quand on travaille avec les États, le package est complexe. Déploiement, formation, déploiement des solutions et ensuite opérationnalisation. On travaille aussi avec le privé. Du coup, Monsieur Essono, vous avez un cabinet, on peut collaborer. Ça veut dire, si votre cabinet en fait organise une formation sur la thématique en partenariat avec Endo, on peut trouver un modèle économique justement pour pouvoir former, mais on peut même aller au-delà en fait, c'est-à-dire Endo peut être le partenaire de votre cabinet en fait avec les appareils qui mesurent exactement en fait la pollution de l'air et on conçoit en fait un modèle économique autour de cela en fait pour pouvoir adresser le besoin du marché camerounais. Donc, on travaille à la fois en B2D et en B2B et notre ambition, c'est d'être là. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, nous sommes encore très jeunes et du coup, on ne peut pas adresser en fait toutes les demandes à l'instant T. Donc, on va aller un peu plus progressivement et il faut pouvoir être résilient. L'idée, ce n'est pas d'un coup d'être présent dans 54 pays. L'idée, c'est suivre une trajectoire qui permette, qui prolonge, même si c'est d'une journée, en fait, la durée de vie de l'entreprise au maximum. Donc, à cause de cette fragilité-là. Maintenant, le lien avec l'université et les formations. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a ce besoin-là, en fait, de pouvoir transmettre et inspirer. Et oui, quand on va un peu se débarrasser, en fait, de cette partie complexe, pourquoi pas intervenir dans les universités, en fait, sur ces sujets? C'est aussi, en fait, des réflexions. Mais comme je disais dès le départ, ce n'est pas une entreprise individuelle. C'est une entreprise collective. Ça veut dire que Monsieur Essono identifie un problème et pense que nous pouvons le résoudre ensemble. Il nous approche et on réfléchit ensemble. Et heureusement, en fait, que tu le fais déjà très bien. Super. Wow. On apprend vraiment beaucoup de choses. Je pense que ceux qui vont regarder cette interview par la suite pourront comprendre plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas qu'il y a des gens, des entreprises qui travaillent pour mesurer la qualité de l'air, contrôler la pollution de l'air, suivre l'état dans lequel l'air se trouve. C'est des choses vraiment très rares et je pense que le domaine dans lequel vous œuvrez est un domaine innovant, est un domaine vraiment très, très important parce que la vie et surtout la santé des hommes en dépend. Si nous avons une air de mauvaise qualité, nous aurons normalement des personnes en très mauvaise santé. Et il faut que des cabinets comme les vôtres, des entreprises comme Endo puissent être actives pour contrôler cette qualité de l'air, que ce soit sur des plans nationaux, tout l'État, que ce soit sur des plans communaux, dans les petites communes, il faudrait un suivi actif et interactif de la qualité de l'air. Et la solution de Endo est vendable. Voilà un cabinet comme celui de M. Essono, ou bien je ne sais pas s'il a un cabinet, il est environnementaliste, qui dit qu'au Cameroun, par exemple, il n'existe pas des solutions pratiques comme celles que Endo a mises sur le marché. Ça veut dire que Endo apporte quelque chose de très grand pour améliorer la qualité de la vie des Camerounais ou des Africains.
il faudrait donc des lobbying pour que les États puissent accepter cette solution, pour que les communes puissent commander cette solution afin que les populations puissent avoir une meilleure santé. Et le docteur Suleiman a vraiment dit que Hindu est né d'un projet d'école, d'un projet d'études, d'une découverte dans un laboratoire qui l'a poussé à dire non, je ne vais pas rester dans mon statut de chercheur parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui font de la recherche et qui trouvent des solutions, mais ces solutions restent dans des laboratoires et dans des thèses de doctorat ou dans des thèses de master ou même dans les rapports de stage. Mais il a dit non, cette solution, je vais la porter à l'Afrique parce que c'est un manque, c'est innovant, c'est important et il faut que la communauté puisse en bénéficier. Voilà comment il crée Hindu. Il rassemble autour de lui des personnes ressources, un ami d'école qu'il a rencontré en Turquie, qui est l'un des meilleurs informaticiens qu'il connaisse. Donc, le networking est très important dès la base parmi les étudiants que vous êtes en Turquie. Les différents domaines dans lesquels vous exercez, vous devez connaître qui est compétent et à qui vous pouvez faire appel lorsque vous avez un projet et vous cherchez à apporter une solution. Et enfin, en France, là où il est allé, il a découvert également une collaboratrice qui est chercheuse, mathématicienne, qui développe des modèles et il a créé cette équipe qui a aussi d'autres personnes au-delà de lui et des deux personnes citées qui sont intégrées dans la production de ces recherches impactantes. Non seulement le projet parle de lui-même, mais ce projet est recommandé par son université au gouvernement de Côte d'Ivoire parce qu'un des professeurs qu'il a encadré dans le laboratoire où il travaille a pu porter le projet et amener pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire puisse accepter ce projet. Et à partir de son premier client, d'autres gouvernements, parce qu'il y a une collaboration entre les gouvernements, vont dire, mais pourquoi la Côte d'Ivoire a une air aussi propre? Pourquoi les populations ont moins de maladies dues à la respiration, par exemple l'asthme, par exemple, il y a plein de maladies qui sont contractées à partir de la mauvaise qualité de l'air. Et ce contrôle, ce suivi aide à réduire ces risques de pollution, ces risques de maladies respiratoires et apporte également une meilleure qualité de la vie pour les populations. Monsieur Essono, je pense que si vous êtes au Cameroun, comme je ne sais pas où vous vous trouvez, mais il faut parler de ce projet à vos collaborateurs. Il faut ouvrir des portes pour que Hindu vienne au Cameroun mettre cette solution, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua. Ce sont des villes qui ont des industries et normalement, la qualité de l'air que les populations respirent doit être contrôlée, doit être suivie. Et il ne faut pas que ce soit juste des cabinets, comme vous avez dit, qui viennent juste faire des petites mesures et désinstallent le matériel et partent. Non, il faut un suivi permanent. Et c'est ça que Hindu fait. Ils installent des stations, ils installent des sites de suivi et ils suivent également à partir des stations j'essaie d'imaginer, parce que moi, je vais déjà dans mon imagination, ils utilisent des stations satellitaires, par exemple, des données qui sont produites par des satellites qu'ils combinent avec les données qu'ils collectent sur le terrain. Et là, ça améliore les résultats, les données. Donc, on a parlé des données, on a parlé des data, et je pense que c'est là où entrent ses collaborateurs, les modèles mathématiques, les modèles, je parle l'informatique, l'intelligence artificielle, par exemple, dont on a parlé, Nouridine, la dernière fois, c'est des solutions qu'il faut pour nos pays. Et là, je pense que je vais clore mon propos en disant un grand merci au docteur Suleiman pour, je vois monsieur Steve a encore levé la main, mais je pense que là, j'étais déjà en train de pousser un peu la réflexion pour qu'on aille vers la fin. Bon, je vais laisser alors les deux autres parce que j'ai vu Jamila a levé la main et Sono a levé la main. Bon, on va commencer par Jamila pour qu'elle ou il puisse dire quelque chose ou poser sa question avant qu'on nous ferme. Mais j'étais déjà en train de conclure. Allez, on vous redonne la parole. Bonsoir à tous.
Bonsoir. J'ai pas vraiment une question, mais plutôt des mots à adresser à Monsieur Suleiman. Moi, je suis Jamila Char et je suis spécialiste. Je suis en spécialisation en fin d'année, quatrième année de neurologie. Et puis, j'ai suivi avec intérêt l'allocution de Monsieur Suleiman parce que je vais parler du point de vue du neurologue où la pollution de l'air représente à environ 25% des cas d'AVC sont dus à la pollution de l'air. Donc, je veux dire quoi? Je traduis un peu. Si on prévient, si on améliore la qualité de l'air, on réduit ou bien on va supprimer 25% des cas d'AVC, ce qui est réellement énorme. Donc, le fait qu'il y ait des solutions comme celle de M. Suleiman, c'est vraiment encourageant et puis c'est très bien et puis c'est très impactant. Donc, je ne peux que encourager M. Suleiman à continuer sur cette voie et puis à vulgariser ces solutions-là dans beaucoup de pays en Afrique. Voilà. Bon, je vous remercie. C'était tout Merci ça. à vous, Madame Jamila. D'accord. C'est une très bonne intervention, Jamila. Et aussi une très bonne information. C'est des choses, j'ai dit depuis le début, que on n'imagine pas que l'air est responsable de l'AVC. C'est des choses qu'il faut vraiment connecter. Et la qualité de l'air est importante. C'est bien de le savoir. Et il faut suivre. Et vraiment, Suleiman, ton idée est magnifique. Ton projet est excellent. Et surtout, l'entreprise Hindu a un avenir vraiment. J'ai parlé d'Elon Musk. Je pense que je ne me suis pas trompé. Coopérer avec des centres de recherche spatiale, c'est vraiment aller vers les milliards. Je pense que tu as élaboré quelques chiffres quand M. Essono a posé sa question. Tu as dit que c'est des projets qui valent des 15 millions d'euros, c'est-à-dire environ 10 milliards de francs CFA, et vous ramenez des solutions un peu plus, vous réduisez de moitié ou bien je crois, du tiers les dépenses à faire. Ça veut dire que les États ont beaucoup à gagner en prenant Hindu comme solution pour suivre la qualité de l'air dans les pays. Et aussi même, la solution ne doit pas seulement être étatique. Vous avez des packages pour des partenaires publics et des partenaires privés et même des cabinets. Donc, il y a du marché. Il y a un marché que vous avez créé et qui est vraiment, vraiment à conquérir. Madame Jamila a parlé de la vulgarisation, la communication. Il faut que les gens apprennent ou sachent qu'il y a une solution comme celle-ci et qu'ils se rapprochent de l'équipe de Hindu pour commander cette solution. Je pense qu'il faut vraiment organiser des trucs où vous allez rencontrer des maires dans les villes parce que les maires ont beaucoup de pouvoir. C'est vrai qu'au Cameroun, les maires sont contrôlés par les ministères de l'administration, etc. Mais les maires peuvent commander des solutions comme celle-là uniquement pour leur ville. Parce qu'il y a des villes qui sont hyper polluées, il y en a qui n'ont pas beaucoup de pollution. Il y a des villes qui sont hyper peuplées, il y en a qui ne sont pas. Donc, je pense que c'est des solutions vendables à petite, moyenne et grande échelle. C'est vraiment excellent. Il y avait Monsieur Suleiman, peut-être tu veux dire quelque chose avant qu'on ne prenne la question de Monsieur Essono pour conclure. Non, je propose qu'on prenne sa question et après on va continuer. D'accord. Monsieur Essono, vous pouvez poser votre question et après on va conclure. On n'a bizarrement pas eu des questions de Kamtur. Madame, j'ai vu Monsieur Kamtur. Bon, Kamtur qui est toujours là, il peut poser la question. Bon, mais c'est Livine qui a compris les questions. Elle est de Kamtur, donc c'est une fille très active. Okay. Elle fait. Essono? Ok, c'était juste pour apporter une petite nuance, parce que bon, comme je travaille pour le ministère, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de spécialistes. Et je dis juste que, bon, ceux à qui on a souvent eu affaire dans le cadre des études communes, bon, on va pas douter des résultats, mais on sent qu'il y a vraiment besoin de données supplémentaires, enfin, d'équipements et de matériel pour faire
les bonnes mesures. Bon, donc j'apportais une nuance. Peut-être il y a des spécialistes, peut-être il y a aussi ceux qui se débrouillent. Donc, mais de pas dire qu'il n'y a pas au Cameroun, là, je ne peux pas affirmer. Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter. D'accord. OK. C'est Non, très la bien. réalité, c'est qu'au Cameroun, il y a des choses qui sont faites. L'hôpital général de Douala, par exemple, vient de déployer une station de mesure via un projet EPIC. Il y a deux, trois stations de UNEP qui ont été offertes au ministère de l'Environnement et deux stations ERCO aussi qui ont été offertes à un chercheur en fait de l'hôpital général de Douala. Après, il y a des initiatives de l'État pour pouvoir faire un état des lieux en fait de la qualité de l'air qui ont été faites entre 2018 et 2024, je crois. Bref, comme je disais, le problème c'est pas la mesure. Le problème c'est le système qu'on met en place en fait pour gérer la question à l'échelle des villes, à l'échelle des entreprises et à l'échelle de l'État de manière durable. Et c'est précisément ce problème-là qu'on va s'atteler de résoudre. Et effectivement, quand on regarde sous ce prisme, il y a énormément à faire. Là, on est en train d'accompagner, par exemple, le port de Kribi, le port autonome de Kribi, qui va déployer une première station. Et on va espérer pouvoir finir ça en fait dans le mois d'août, par exemple. Excellent. Vraiment. Et je pense que Hindu a beaucoup de marchés qui vont s'ouvrir, que ce soit des entreprises, que ce soit des communes, que ce soit des gouverneurs des régions ou bien l'État tout entier. Il y a vraiment, vraiment un grand marché. C'est impressionnant de voir comment une idée d'étudiant peut donner un tel résultat, un tel impact et surtout de telles perspectives d'avenir. Donc, je pense que nous allons clôturer cet échange en disant un grand merci au docteur Suleiman Khalif Ngajin pour son temps parce que c'est vraiment beaucoup de sacrifices pour pouvoir partager de telles informations avec la communauté estudiantine qui va regarder cette vidéo enregistrée. Mais aussi, merci pour ce que tu fais pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui a vraiment beaucoup de perspectives. Il faut que les chercheurs africains qui sont à l'étranger pensent pour l'Afrique et non pas penser pour le pays où ils sont. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les centres de recherche, les laboratoires depuis des années en France, aux États-Unis, mais qui n'ont pas pensé à apporter une solution comme celle-là pour l'Afrique, pour la mettre au même niveau de sécurité, au même niveau de suivi de la qualité de l'air. Et Hindu apporte cette innovation, non seulement sur le plan stratégique, parce que c'est une stratégie de contrôle, mais également sur le plan technologique. C'est des technologies informatiques, intelligence artificielle, modélisation. C'est des choses de l'avenir, la gestion des données et l'analyse des données, les projections. Ça fait intervenir beaucoup de choses. Et de personnes qui ont également étudié en Turquie, qui ont également sûrement des solutions comme celle de Hindu. Et à partir de cette interview, à partir de ce webinaire, ils peuvent s'en inspirer pour développer une solution pour vendable. Et je pense que M. Suleiman, avec son équipe, pourrait être disponible à accompagner des personnes comme celle-là, par exemple, qui ont des solutions qui sont restées peut-être dans leur tiroir, qui peuvent aller la chercher et la faire ressortir pour demander conseil ou un accompagnement de Hindu pour passer de idée à projet, de projet à entreprise et d'entreprise à la conquête du marché. Merci. Et je pense que Hindu a vraiment du vent en poupe. Il y a du marché, il y a des emplois qui seront créés, il y a des stages qui sont offerts aux étudiants, donc les étudiants qui sont en Turquie, les étudiants qui sont en France, les étudiants qui sont au Cameroun peuvent contacter Hindu pour participer au développement stratégique de cette entreprise, à la vulgarisation de cette solution et surtout à la création le suivi de la qualité de l'air et à l'amélioration de la santé des populations en Afrique.
Merci beaucoup et je te donne le mot de la fin. Ça, c'était pour conclure. J'ai beaucoup de perspectives et je suis quelqu'un qui voit très loin. Donc, Ndou, vraiment, ça m'épate. Je suis très épaté. Bah, merci à vous pour l'opportunité à nous offerte en fait de partager. Partager en fait c'est l'opportunité d'apprendre et c'est comme ça en fait que nous on aborde tous les sujets. Il y a une chose que chaque personne en général d'ailleurs et étudiant en particulier doit savoir, c'est que quand on a une idée, il faut qu'on soit sûr qu'on n'est pas le seul à avoir eu l'idée. Ce qui différencie en fait ceux qui font de ceux qui ont des idées, justement, c'est le fait de faire, c'est l'exécution. La deuxième chose, c'est que plus c'est important, plus le risque d'échouer est énorme. Donc, du coup, l'une des particularités, en fait, de ce que nous faisons, c'est que si on tombe, on va vraiment se casser les pieds, ça va vraiment faire mal. Donc, la chute est vraiment longue. C'est un peu comme si on était dans un avion et il fallait sauter, en fait, avec un parachute. Et on n'a pas appris, en fait, à utiliser un parachute. Et du coup, on apprend au fur et à mesure, en fait, qu'on se lâche. Et justement, on est dans ce jeu, en fait, à double, on va dire à double, avec deux outcomes. C'est soit on réussit, et justement on est dans la catégorie en fait d'Elon Musk, soit Ndou échoue, et peut-être c'est un autre projet en fait qui va nous amener en fait dans la catégorie d'Elon Musk. Mais au final, en fait, il n'y a qu'une seule chose en fait qui compte, c'est est-ce qu'on va rester en fait dans l'esprit de vouloir résoudre des problèmes et de pouvoir en fait changer la vie des gens, des communautés, et est-ce qu'on va s'inscrire en fait dans les dimensions qui vont au-delà en fait de nos personnes. Le plus difficile, c'est d'avoir, le plus facile, c'est d'avoir l'idée. Le plus facile même, c'est d'avoir une entreprise. Le plus difficile, en fait, c'est de faire de cette entreprise à une entreprise, en fait, de tout le monde. Une entreprise, aujourd'hui, les gens s'identifient à Apple, les gens s'identifient à Tesla. Comment est-ce qu'on amène Ndou, en fait, au niveau où les gens vont pouvoir s'identifier, en fait, à elle et pouvoir justement contribuer pour qu'elle puisse, en fait, s'étendre et résoudre au mieux, en fait, ce problème-là. Et lorsqu'on crée des organisations aujourd'hui ou alors hier, l'un des aspects sur lesquels on a beaucoup en fait manqué en tant qu'Africains, c'est comment en fait rendre nos initiatives et nos projets dépasser nos personnes et dépasser en fait nos frontières. Ndou, ce n'est pas une entreprise africaine, bien que créée en fait par des Africains. Ndou, c'est une entreprise en fait qui a pour ambition d'adresser le monde. Qui est né en France, qui attaque un problème africain et qui peut le résoudre partout. Ce qui fait que chacun doit pouvoir s'ouvrir son compte, en fait, dans l'histoire, en fait, de Ndou. Et c'est parce que chacun va pouvoir trouver son compte dans son histoire que Ndou va continuer d'avancer. À partir du moment où ça reste un projet individuel d'une personne, la chance pour que ça meure, en fait, augmente. Et c'est ça le plus dur. Lorsqu'on a un projet justement ambitieux, lorsqu'on veut s'étendre, lorsqu'on veut gagner. Et du coup, plus cette ambition augmente, plus le risque en fait d'échouer aussi augmente. Et c'est ça qui va différencier ceux qui osent de ceux qui se disent « Ah, j'aurais pu. Il faut essayer. » Donc, la frontière est fine. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 4 choses qu'on va risquer de perdre: le temps, l'argent, la famille et j'ai oublié la santé, voilà. La santé et le temps. C'est ça. Donc, si moi je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que il y a un support system. Ma famille personnelle, femme, enfant, ma famille Ndou, donc les associés, et la plus grande famille en fait que vous êtes. Donc, aujourd'hui, pour chaque chose que vous faites en fait, quittez le cadre en fait de votre chambre, quittez le cadre en fait de votre communauté et inscrivez-vous en fait, élevez-vous de telle sorte en fait que votre projet en fait puisse être porté par tout le monde. Ndou n'est pas camerounais, il y a des Togolais, il y a des Ivoiriens, il y a aujourd'hui des Sierra-Léonais, il y a des Sénégalais, il y a des Français. Donc, pour finir, en fait, ce qui importe, en fait, c'est ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez, en fait, le monde ou est-ce que vous voyez votre personne? La seule personne qui a cette réponse-là, c'est vous.
Et ce que je dis à la fin, c'est osez, allez-y. Merci. Super. Ça, c'est excellent. Madame Livine, est-ce que tu peux conclure pour qu'on ferme la séance? Est-ce que le président de Camtuc est là? Parce qu'il disait qu'il est en ligne. Je pense que c'est lui qui est Camtuc avec le profil, le nom Camtuc là. S'il est là, il peut aussi dire un mot avant qu'on ne conclue, mais je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Livine, je te laisse dire le mot de la fin aussi, parce que moi j'ai déjà dit le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Lionel. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman, parce que à travers cet échange, vous nous avez présenté votre projet qui est on ne peut plus innovant. C'est un projet très impactant, très innovant et personnellement, j'ai beaucoup appris et je sais que ça va aussi inspirer beaucoup d'autres étudiants camerounais comme moi à entreprendre. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Et nous espérons vous revoir pour partager très bientôt. Super. Alors, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à tous les participants. Et ceux qui vont regarder l'enregistrement, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez écrire dans le chat. Dans le descriptif de la vidéo, nous allons vous laisser le lien du site web de Hendu et également le profil LinkedIn de Monsieur Suleiman Alif Garjin, que vous pouvez contacter individuellement si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un coaching pour passer d'une idée de projet d'étude à un réel projet et surtout comment créer une start-up. Je pense qu'on n'est pas ancré dans trop de détails, mais il a donné le schéma pour créer une start-up. Et c'est vraiment une masterclass que nous avons reçue aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Merci, Madame Livine, pour ces questions très bien posées. Monsieur Suleiman a dû fouiller dans sa mémoire pour retrouver son parcours et il nous a partagé vraiment ces moments difficiles en Turquie, notamment avec les entreprises, les associations, mais surtout comment il est parti de la Turquie pour la France avec Erasmus. C'est un programme ouvert à tout le monde en Turquie. Et il est revenu en Turquie, il avait déjà les portes ouvertes sur la France. Il ne pouvait plus rester en Turquie parce que quand tu sors déjà, tu es attiré vers l'autre pays. Mais étant en France, il est allé au Japon où il a fait son master. Le Japon, c'est un pays qui est très, très développé sur le plan technologique et je pense que ça a impacté à créer davantage l'homme qu'il est devenu, quelqu'un qui pense technologie, quelqu'un qui pense technique. Il ne s'est pas contenté de rester dans l'esprit du Japon, il a pensé à l'Afrique. Et la solution Hendu est née à partir de sa recherche dans un laboratoire à Lille. Donc voilà comment Hendu est porté par le docteur Suleiman et par toute l'équipe qu'il a mis autour de lui qui amène ce projet très loin. Merci pour cette soirée. Merci d'avoir été là et bonne soirée, docteur Suleiman. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Dr. Lona. Au revoir. Au revoir. Super. C'était très bien.